né à Strasbourg en 1931, grandi à Logelbach près de Colmar, récompensé du Bretzel d'or en 1981 et honoré par l'ouverture d'un musée à son nom dans sa ville natale en 2007, c'est indéniable, Tom Ungerer est alsacien. Il est d'abord le fils d'Alice et Théodore. Passant considérable au pays de Hansi, Tommy est pourtant un courant d'air dans sa patrie, sa Heimat. Il lui a préféré New York, la Nouvelle-Écosse, l'Irlande ou Paris. Voilà un mystère de plus, et non des moindres, pour achever nos entretiens. Tom Ungerer, après vous avoir interdit de parler français pendant l'occupation nazie, à la Libération, on vous a interdit de parler alsacien. Du coup, vous n'avez jamais cessé de le parler. Et alors, profitant de l'aubaine, je voudrais que nous commencions cet entretien en vous écoutant parler alsacien. Vous, dont on connaît le tempérament volcanique, le verbe imagé, quelles sont vos insultes alsaciennes préférées? Gott vertelle nochmal. Ah, jetzt will ich aber kein Elsassisch reden, verdammt, die Franzosen verstehen nichts davon. Aber immerhin, ich bin ein Elsasser. Je suis quand même avant tout alsacien. N'est-ce pas? Je dis toujours que je suis alsacien et je suis européen. Nous avons toujours été pris entre la France et l'Allemagne. C'est quand même un pays un peu spécial, simplement pour dire très vite que quand même l'Alsace, il n'y a jamais eu vraiment de noblesse. On n'a pas des châteaux comme les châteaux de la Loire. C'était toujours une décapole assez commerciale en fin de compte. Il n'y avait pas de prince. Donc nous n'avons pas vraiment connu de guerre religieuse entre les protestants et les catholiques comme à l'époque. Et il ne faut pas oublier aussi, dans cette décapole, donc il y avait aussi Strasbourg, qui était ville d'empire, et c'est là où ont lieu les premières élections en 1260 et quelques, je crois. Les premières élections ont eu lieu en Alsace. Ça explique aussi un peu notre esprit, le fait aussi, par exemple, que dans beaucoup de villages, vous avez des églises qui sont à la fois dédiées au culte protestant et au culte catholique. Cela explique aussi sans doute le fait qu'à l'époque de la Révolution française, 80% des Juifs français vivaient en Alsace. Donc nous avons une solide tradition judéo-alsacienne. Aussi même parmi les écrivains comme Nathan Katz et Claude Vigée, même qui vit encore. Donc c'est quand même un coin carrément différent. D'ailleurs, je l'ai dit, un jour j'ai tenu un discours à la synagogue de Strasbourg, où j'ai dit que nous avions vendu l'Alsace aux Français, qu'on avait vendu l'Alsace aux Allemands, on aurait dû la vendre aux Juifs et ça serait resté dans la famille. Pour le judéo-alsacien, il n'y a là vraiment rien d'antisémitique. Il n'y a qu'à lire de Hermann Chatrian, comme il parle du rabbin. De nos jours, on dit « Oh mon Dieu, c'est antisémite, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout ». Alors, il faut voir ce background de changement constant, d'inconstance. Donc, finalement, je suis vraiment alsacien. J'ai mes racines en Alsace et je les ai toujours eues. Mais mon branchage, je le promène ailleurs. Bon, le branchage avec ses fruits, mais quand même, en fin de compte, la nourriture des racines de ma sève est alsacienne. S'il n'y a jamais eu de prince en Alsace, Tom Ungerer, vous avez été le prince pour quelqu'un, pour votre mère, Alice, et elle aimait vous affubler de petits noms en alsacien. Est-ce que vous pouvez nous faire entendre quelques-uns de ces petits noms et nous dire peut-être lequel vous faisait le plus rougir, que ce soit de plaisir ou de honte? L'affection de ma mère était tellement débordante, d'autant plus que je ne vivais pas à la maison, que j'allais d'abord à l'école à Colmar, chez mon oncle pasteur. Hein. Non, mais il y en avait tout plein. Maintenant, vous me prenez au dépourvu, mais il y en avait quand même un qui était quand même, vraiment, je trouve, elle m'appelait son petit Mechtkratzer. Mechtkratzer, ça veut dire gratteur de fumier, ça veut dire un petit coquelet. Un petit coquelet, non, mais quand même d'être traité de gratteur de fumier par affection. Vous savez, bon, j'ai une ferme maintenant en Irlande, bon, je suis habitué à ce genre de choses-là. Je veux dire, en Irlande, quand même, il y avait un moment, forcément, c'est plutôt la ferme de ma femme. Nous avions quand même dans les 600 moutons, 38 vaches et un taureau, et aussi des poules. Alors donc je vis quand même dans ce milieu, mais quand même, enfant, je ne voudrais pas être mélangé avec le bétail. Hein, voilà. Vous étiez aussi un
un petit scarabée d'or. Ah oui, oui, Goldkaferle. Ah oui, scarabée d'or. Non, mais quand Ça, il y a un même, côté écoutez. Stevenson dans le Ouais, scarabée ouais, ouais, non. d'or. Non, mais ça montre le côté vraiment juteux de la langue alsacienne. Vous savez, quand les hommes vont au pissoir et qu'ils se secouent la quéquette, en alsacien, on dit « Wasser von der Kronbeerenschädel ». Secouer la flotte des patates, vous comprenez, vous comprenez. Justement, parlons d'une histoire d'homme. Avant de revenir à l'Alsace, je voudrais que Voilà. vous nous disiez un mot de votre père Théodore, qui est mort quand vous aviez 3 ans et demi, qui était entre autres horloger. Les rouages Non, non, de horloge astronomique. Hein. C'est Voilà, parce lui qui qu'il a a... fait l'horloge astronomique de Messine. C'est complètement dément. J'ai écrit un livre sur mon père, en hommage à mon père. Il De était père en fils. de père en fils. Es war einmal mein Vater. Il était une Parce fois que mon à père. la mort de ma mère, j'ai retrouvé tout ça. C'est absolument génial, n'est-ce pas? Quand je Écoutez, pense le lion en grandeur nature à Messine, qu'il a dessiné, qu'il a conçu, il a inventé avec une sirène et en tordant les ailerons de la sirène pour obtenir le mugissement du lion. Vous comprenez? C'est quand même, c'est génial. C'est pour ça que j'ai ça dans le sang. et vous dites précisément que les rouages de son horloge astronomique, donc à Messine, ont modelé ma cervelle, expliquant l'origine de mes élucubrations. Il y a un côté donc horloger astronomique chez votre père. Vous avez été élevé dans la foi protestante. Est-ce que vous aviez l'impression, enfant, d'être le fils du grand horloger? Ah ça oui, 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 n'est-ce pas ma mère? Moi j'étais élevé vraiment dans l'adoration littéralement mythique du père décédé, n'est-ce pas? C'est un peu lourd aussi. Et puis il faut pas oublier aussi mon frère aîné était un excellent élève. C'était pratiquement tout le monde, tous les professeurs. Alors dès que j'arrivais dans une classe, vous êtes le frère de Bernard Ungerer? Ah je dis ah oui. Ah, c'était le meilleur élève que j'ai jamais connu, que j'ai jamais eu dans une de mes classes. Voyons un petit peu ce que vous savez faire, etc. Dans ce genre-là. Donc j'étais quand même assez écrasé par tout ça. C'est ce qui explique vraiment mon complexe d'infériorité qui m'a beaucoup servi dans la vie. Comme je dis, mon complexe d'infériorité aussi étant alsacien, n'est-ce pas? Là, le pire, c'est qu'on attendait la libération avec anxiété. Et je m'imaginais, enfant, que c'est le retour des Français, ce sera formidable. Ça n'a pas ça, été ça du tout. Hein. Pour un mot d'alsacien, éventuellement une paire de baffes dans la gueule, et 2 heures de retenue pour un mot d'allemand ou d'alsacien. Et quand les Français sont revenus, les Allemands, il y avait encore la superbe bibliothèque au lycée Bartholdi. Les Français ont brûlé tous les livres, même les bustes en plâtre des philosophes grecs et romains. Ils les ont détruits, les Français, parce qu'ils étaient faits, c'était les Allemands qui les avaient installés. Alors, qui est le pire? Les Français, les Allemands, ils font les mêmes fautes. Et des deux côtés, il y a des gens formidables. Alors ça m'a vraiment ouvert l'esprit aussi, il faut bien le voir. Mais quand même d'être traité pendant les années d'après-guerre, tout ça, ça a disparu maintenant avec l'Europe. Mais d'être constamment un sale boche et même de se faire casser la gueule, hein, non, non, franchement, tout ça, ça a complètement changé. Et on dit toujours que je me suis battu contre la France, ce n'est pas ça du tout. Je me suis battu contre le jacobinisme et la centralisation. C'est ça qui est différent avec l'Allemagne, où vous avez les Länder, et chaque ville est aussi importante que l'autre, que ce soit Stuttgart, Hambourg, Munich, tandis qu'en France, tout est concentré sur Paris, avec ses cliques littéraires, ses cloques, enfin bon, moi je dis toujours, je ne monte pas à Paris, je descends à Paris. Alors, confronté à cette division dont vous parlez, Tommy Ungerer, en 1988, vous avez réalisé l'Aqueduc de Janus, un monument bifronce au bord de l'Ill, la rivière qui serpente dans Strasbourg, à la jonction de la ville médiévale et de la ville Ouais. prussienne. Est-ce que c'était une façon, cet aqueduc de Janus, de réunir aussi deux parties de vous-même, vous qui avez souvent Non, dessiné les c'est corps très comme ça juste, n'est-ce pas? divisés? D'abord, c'était pour les 2000 ans de Strasbourg que j'ai fait ce monument. Et c'est un aqueduc. Et au milieu de l'aqueduc, il y a une tête qui est submergée. Elle en a, donc, c'est donc l'Alsace a deux visages, parce que nous sommes Janus, la France et l'Allemagne. C'est pour ça que je parle toujours de mon caméléonisme. Parce qu'on apprend à s'adapter à l'un et l'autre. Et dans le sens, nous avons quand même aussi de la chance. Parce que chaque fois que les Français et les Allemands arrivent, ils nous mettent des beaux monuments pour prouver qu'ils étaient là. N'est-ce pas? C'est quand même. Et d'ailleurs, le beau monument aux morts que nous avons avec cette femme et les deux hommes morts, un qui est mort pour la France et un qui est mort pour l'Allemagne,
C'est quand même à la fois un défi, mais c'est aussi un luxe de pouvoir être élevé bilingue déjà. Parce qu'une fois qu'on a le français et l'allemand, on a l'anglais dans la poche. Et même sur le niveau culinaire, n'est-ce pas? Beaucoup de Français viennent en Alsace pour manger, mais comme je le dis toujours, si nous mangeons si bien en Alsace, c'est parce que nous servons à nos occupants toujours des plats de résistance. Euh, bon, il y a toujours la blague. Je pense qu'une grande partie de l'humour vient des minoritaires, des gens qui ont souffert d'être une minorité. Et moi, ça m'a beaucoup servi parce que si je me suis engagé contre le racisme et toutes ces choses-là, parce que je connais, de façon bien moindre, évidemment, étant alsacien, mais écoutez, on dit sale nègre, sale bougnoul, sale juif, sale boche. Mais un jour, il y avait tout le Conseil de l'Europe avec que des jeunes. Et je leur ai dit ça, les gens qui utilisent un langage pareil, c'est eux qui se salissent la bouche. Alors vous, Tommy Ungerer, Alors quand vous moi, avez reçu le... quand je suis revenu des États-Unis, et moi, il me faut toujours des causes, et là, je me suis vraiment engagé pour le franco-allemand. Oui, Mais très tôt, n'est-ce pas? Et de toutes les façons, et par la suite aussi, même en obtenant des lois, etc. Mais je dois vous dire que quand je suis arrivé en Irlande il y a pratiquement 35 ans, j'avais à ce moment-là encore des lettres de menaces de mort. Sale boche, tu reviens en Alsace, on te descendra. Justement, vous avez cherché les ennuis, Tommy Ungerer, vous avez Mais j'ai pas sali cherché l'Alsace les ennuis. aussi. Non, mais Quand vous recevez... je disais à l'époque, et ça scandalisait une grande partie des Alsaciens, je lui disais, l'Alsace c'est comme les cabinets, c'est toujours occupé. Non, mais bon, ça a changé maintenant avec la décentralisation, etc. Mais je ne trébuche pas les mots, je préfère les cracher. Mais précisément, quand vous recevez le prestigieux Bretzel d'or en Ah, 1981, alors là, vous avez fait un long discours fleuve et vous dites que l'Alsace, notamment, se situe dans le côlon de la France. Non, attention, alors je vous le répète, à ce moment-là, ça vaut le coup. Hein. D'abord, j'ai dit que Strasbourg était le sphincter de la France. Et que, anatomiquement parlé, l'Alsace était le côlon. C'est pour ça que nous étions colonisés. Et que, proprement dit, c'était pour cela que les Français étaient de l'intérieur et que nous étions du postérieur. Et que chaque fois que la France a une indigestion, nous étions les premiers à le savoir. Alors, évidemment. Toutes ces histoires un peu scatologiques, ça veut dire qu'entre l'Alsace et vous, Tommy Ungerer, c'est une histoire de fesses ou c'est une histoire de rejet? Non, c'est ni l'un ni l'autre. Non, pour moi, l'Alsace, c'est mein Boden, c'est meine Heimat, n'est-ce pas? On n'a pas ce mot-là en France. En Allemagne, on a le Vaterland et on a le Heimat. Nous, on a le Heimat. Le Vaterland, c'est la patrie, hein, qui vous envoie au front pour vous fassiez descendre, etc. Non, le Heimat, c'est le home. Oui, ce serait le home. Le foyer. Voilà, merci. Voilà, c'est le foyer. Pour moi, alors là, c'est aussi un foyer, mais avec bien d'autres, bien d'autres significations. Et alors, j'ai fait vraiment mon hommage à l'Alsace en illustrant mon grand Liederbourg, les chansons populaires allemandes. Parce qu'après la guerre, ces chansons avaient été tellement utilisées par la propagande nazie, les Allemands n'avaient plus le courage de les chanter. Et ce livre, c'est incroyable. Je ne sais pas, il a dû se vendre à 2 millions d'exemplaires. C'est un album. Mais toutes les illustrations sont des paysages alsaciens, quand même. Et là aussi, j'ai vraiment débloqué les Allemands. Mais nous avons quand même le luxe alsacien. Nous pouvons nous permettre de faire et de dire des blagues que les Allemands ne peuvent pas se permettre. Et là, comme dit l'humour alsacien, j'étais un jour au tabac, il y avait un petit Français comme ça, très sec, un vieux pétard, quoi, assez parisien au tabac. Et il me dit, les Alsaciens n'ont pas d'humour. J'ai dit, mais monsieur, est-ce que vous parlez l'alsacien? Alors il m'a dit, non, mais alors comment voulez-vous savoir qu'on n'a pas d'humour? Vous savez, des gens comme vous, par exemple, les Français en alsacien, vous appellent des lapins parce que vous foutez le camp chaque fois que les Allemands arrivent. Il m'a fait la gueule. Alors, au cœur de certaines des illustrations de votre fameux Liederbourg, qui est un best-seller, en particulier en Allemagne, aussi sur nombre de vos affiches publicitaires, Tommy Ungerer, il y a la cathédrale de Strasbourg. Oui. Vous lui rendez d'ailleurs un vibrant hommage dans l'ouvrage Mes cathédrales. Et chose étonnante, vous avez été élevé dans la foi protestante. Pourtant, vous êtes fasciné par le catholicisme, et en tout cas ce monument du catholicisme. Est-ce que c'est
C'est à cause de la écoutez, cathédrale que le catholicisme là, il vous... faudrait lire à haute voix le texte que j'ai écrit, que c'est plutôt outrageux. Je dis, je suis habitué à piétiner les plates-bandes, mais je piétine aussi les cathédrales, hein. Attention. Non, mais peut-être que c'est aussi par esprit de contradiction, n'est-ce pas? Ma mère disait que tous les catholiques vont aux enfers, etc. Et moi, je trouvais déjà enfant, je trouvais ça injuste. Donc, à ce moment-là, l'Église catholique devient attirante. Et alors, il ne faut pas oublier quand même que je vis depuis 35 ans en Irlande et quand même, on a élevé les enfants dans la foi catholique. Et j'allais en Irlande, on allait à la messe tous les dimanches. Je veux dire que j'ai toujours cherché à une espèce de spiritualité officielle. Je prie tous les soirs, uniquement pour remercier. Je passe en revue ma journée et je remercie. Mais je ne sais pas à qui adresser cette prière, je ne sais pas où elles vont. Je n'ai aucune idée où elles vont, mais c'est quand même un besoin. Et puis alors aussi, quand même dans la religion, je trouve quand même que la parole du Christ, à savoir qu'il a été le Fils de Dieu, quand même, il ne faut pas oublier que ces dernières paroles sont «Pourquoi m'as-tu abandonné?» Et pour moi, ma foi est dans le doute. Et comme je dis, un doute qui accepte, parce que mon doute, ça veut dire, c'est un doute qui veut dire «pourquoi pas?» Donc tout est acceptable. Tout est acceptable. Mais quand même, de s'aimer les uns les autres, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la seule façon de me pardonner. Moi-même. Et le pardon, mais c'est une invention incroyable, le pardon. C'est la plus grande des révolutions que de pouvoir pardonner. Quelles sont les autres religions où il y a le pardon? Si la religion juive, c'est atonement, n'est-ce pas? Ils ont une journée pour ça. C'est très beau. Le Yom Kippour. Le grand pardon. C'est le grand pardon. Bon, je vis avec ça. Donc, j'ai quand même une espèce de spiritualité à moi, mais qui ne cherche pas à trouver de réponse. Mais il y a quand même un besoin. Je pense, dans tout homme, je pense qu'il y a un besoin de spiritualité. Je voudrais que nous revenions à la ville de Strasbourg. Oui, alors, on peut revenir à la ville de Strasbourg, parce que c'est quand même marrant. Bon, je vais faire le malin en vous disant ça, mais il y a plusieurs années, ils ont fait une statistique en Allemagne pour savoir quels étaient les 100 Allemands les plus populaires et j'étais sur la liste, alors que je suis citoyen français. Mais ça, c'est l'Europe. Ça, c'est l'Europe. Et comme dit, quand à l'époque, n'est-ce pas, je me faisais vraiment attaquer pour surtout pas les colmariens. Les colmariens sont très galinisés, hein, très galinisés. Je dis toujours, les colmariens, ils avalent des cocardes avant les repas pour être sûrs de digérer en français. Alors vraiment, mes propos étaient scandaleux, mais je disais à ce moment-là, si vous trouvez ça scandaleux, alors pourquoi vous ne trouvez pas De Gaulle et Adenauer scandaleux? On me traitait de pan-germaniste, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Et alors je me suis vraiment lancé, vraiment j'ai dédié une énorme partie de mes énergies dans les rapports français. Et finalement, c'est pour ça que je suis décoré par la République, aussi par l'Allemagne. Vous comprenez, mais je parle de vraies décisions, comme par exemple, je suis allé voir Erwin Teufel, le ministre président du Bade-Württemberg. J'ai dit, écoutez, pour une région frontalière, il faudrait que, en tant que signe de bonne volonté, que ce soit non pas l'anglais, mais le français qui soit la première langue enseignée. Ben, il a perdu beaucoup de votes, mais il a quand même accepté cette suggestion. J'en parlais encore il n'y a pas longtemps au chancelier Schröder, en lui disant que seulement là aussi, il y a de nouveau des élections, donc il n'a pas pu développer ce projet, qu'il fallait faire que les rapports franco-allemands, pour commencer d'abord dans l'histoire, c'est un phénomène unique, c'est un miracle, ça n'a jamais existé que deux nations qui se soient tapées dessus, qui se soient... pendant des siècles, entretués, finalement, soit dans l'amitié et la coopération. C'est un exemple incroyable. Il n'y aurait pas l'Europe sans la France et l'Allemagne. Et je disais justement au chancelier Schröder qu'il fallait développer exactement cette même technique avec le Danemark et surtout la Pologne et la Tchécoslovaquie. Et c'est un exemple qu'on devrait utiliser partout. Tout le long de la frontière espagnole, les enfants français devraient apprendre l'espagnol. Le long de la frontière italienne, les enfants devraient apprendre les langues. C'est essentiel d'enseigner aux enfants les langues. Les langues et encore les langues. Un enfant... Même que pour les enfants qui habitent dans des quartiers populaires où il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration du Maghreb, il faudrait que les enfants apprennent l'arabe à l'école. Mais absolument. Ah oui, vous êtes bien renseignés. Tout ça, ce sont des choses. C'est comme ça. On parle du rapprochement des peuples.
Mais il faut aussi parler du rapprochement des individus. Et c'est partout la langue. Bon, alors là, il y a une chose vraiment quand même que j'ai vraiment la foi dans le sourire. Parce que le sourire, en fin de compte, n'a pas besoin de langage. Je pense que vraiment, même le sourire devrait être, la pratique du sourire devrait être enseignée dans les écoles. Et je m'imagine même des fois que je donne un sourire à quelqu'un, et ce sourire qui va d'une personne à l'autre fasse le tour du monde, et un jour me retombe dans le dos. Si on revient sourire à Strasbourg, Tommy Ungerer, vous avez beaucoup donné à cette ville de Strasbourg. Il y a eu vos jouets, il y a eu vos livres, 1200 volumes. Mais Strasbourg vous l'a rendu en Non, deux. mais j'ai aussi, écoutez, si j'ai un musée, c'est que j'ai quand même donné, je ne sais Voilà. pas, moi, dans les 9000 dessins et tout ce qui me touche, donc toutes mes éditions, toutes ces choses-là. Et alors, le truc inouï, il y a une commission au Conseil de l'Europe qui a catalogué tous les musées d'Europe et ils ont choisi mon musée comme un des meilleurs. Il faut dire que les architectes ont fait un super travail. Et Madame Villers, Thérèse Villers, elle est encyclopédique. Je suis vraiment bien entouré. Hein. Donc à la fois, vous êtes bien entouré, vous avez donc ce musée Tommy Ungerer, Centre international de l'illustration à Strasbourg depuis 2007, où donc Thérèse Villers fait des merveilles, mais pourtant il semble que vous avez passé votre vie à fuir cette ville. Vous avez préféré les États-Unis, le Canada, l'Irlande. Pourquoi? Il y a une chose tout à fait physique, il me faut l'océan. J'ai besoin de l'océan et on n'a pas de l'océan. C'est pas très alsacien, non, ça. non. Pour moi, l'océan, la ligne d'horizon, c'est le symbole, c'est presque un besoin. Déjà même ici, au bout de 3 semaines, l'océan, ça me manque. Pour moi, c'était la plus grande découverte de ma vie à Cherbourg, au Cotentin, après la guerre. Ma sœur avait épousé un aviateur français de l'escadron Normandie-Niémen et on avait fêté le mariage en 1946 en Normandie. Et c'est là que j'ai découvert la mer. Et ça, c'était certainement le moment le plus important de ma vie. Ça, j'en ai presque les larmes aux yeux. Ouais. Mais ça, on n'a pas la mer en Alsace. La mer de brouillard, oui, quand on est au Mont-Saint-Odile. Mais je reviens toujours en Alsace, comme je dis, je suis très attaché à mon pays, C'est une force dans la vie d'avoir ça, je pense aussi. Et donc on peut dire que d'un côté, j'ai tellement de vie et tellement d'identité, mais en fin de compte, je suis quand même essentiellement alsacien. Dans mes complexes, dans ma façon de parler, dans ma façon d'être. Et je suis surtout fier de l'être. Je suis très fier de l'être. Et donc c'est aussi, Tommy Ungerer, un héritage qui est lourd à porter d'être alsacien, parce que c'est aussi, et peut-être d'abord votre histoire familiale. Vous savez que je me suis battu et je me bats en cours pour la sauvegarde de la langue, qui a été littéralement détruite et interdite par les Français après la guerre. Et ça, l'Alsace ne s'en est pas remis. Elle ne s'en est pas remis. J'ai un ami qui était le directeur du musée historique. Sa mère enseignait l'allemand. Et lui, il n'a pas appris l'allemand ni le français. Et sa mère a eu une syncope, enfin le truc. Elle ne se rappelait plus que l'allemand. Et voilà le fils qui parlait le français, qui ne pouvait même plus parler avec sa mère parce qu'il ne parlait plus sa langue d'origine. Je me suis beaucoup battu là-dessus. Encore il y a 18 ans, il était interdit d'enseigner l'alsacien ou l'allemand dans les jardins d'enfants et je crois aussi dans les écoles primaires. Et on pouvait être arrêté. Je me rappelle le maire de Pulversheim. Il y avait un jardin d'enfants dans son village. Il avait décidé que dans l'une des classes, on enseignerait l'alsacien. Il avait peur de se faire arrêter. Et la maîtresse qui dirigeait le jardin d'enfants, comme la classe était à l'avant, elle a interdit l'accès au cabinet aux petits Alsaciens qui apprenaient l'alsacien. Alors nous sommes allés avec Robert Walter et même André Borde, ancien ministre et responsable, donc je suis aussi au comité interministériel franco-allemand. Il a eu les réprimandes de Mitterrand à l'époque. Il a dit, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas vous mêler à des manifestations. Et alors, avec Robert Walter, nous avons fait des écriteaux qui disaient « défense d'uriner en allemand ». Avec l'humour. Alors évidemment, là, ça nourrissait la télévision. Et par la suite, c'est grâce à Jacques Lang maintenant que depuis, on peut enseigner l'alsacien et l'allemand dans les jardins d'enfants. Et quelques-uns de vos ouvrages, Tommy Ungerer, sont traduits en alsacien?
Non, je ne pense pas. Enfin, j'utilise beaucoup de phrases en alsacien. Par Non, exemple? non, non. Alors, il y a quand même encore la question du yiddish. J'ai fait un ouvrage ici qui est sorti chez Diogène, qui est en yiddish et en allemand. Parce que quand même, le yiddish, ça vient essentiellement aussi de l'alsacien, donc de la vallée du Rhin. Mais le yiddish allemand, non pas le yiddish polonais ou russe. Et c'est pratiquement une langue tout à fait analogue, aussi avec aussi une richesse, hein, d'une richesse incroyable. Et là aussi, n'est-ce pas, Israël ne reconnaît pas le yiddish parce que eux aussi sont marqués par le passé. C'était la langue du petit Schlemil, etc. Donc, voilà. Et vous Alors dites là aussi, que... je me bats et avec Freddy Raphaël, comme dit à Strasbourg, on a créé le CECI, Centre européen de culture yiddish. Ça a démarré de façon incroyable, toute une semaine de yiddish au Conseil de l'Europe. Même l'éditeur de Vorwärts, la revue yiddish de New York, est venu. C'était bien parti, mais finalement, à l'heure qu'il est, on n'a trouvé personne pour le prendre en main. Et alors, pour Donc, conclure, Tommy Ungerer, pour le mensch que vous êtes, comme on dit en yiddish, quelles phrases alsaciennes tiennent toujours dans votre destin comme ça et dans votre façon d'être un bonne mensch? question. C'était une phrase de mon père. Come alone, laissez venir. C'est le destin. Come alone.